Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignent pour ce live consacré à l'IA générative au service des projets, dont le thème central est comment l'IA générative peut me permettre d'être un meilleur chef de projet. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette quatrième session en direct, et oui, c'est la quatrième session, et si vous êtes ici, c'est que forcément vous êtes intéressé par les problématiques liées à la gestion de projet, et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Un merci particulier également à tous ceux qui nous suivent depuis le début, depuis le tout premier live, parfois même de pays lointains d'outre-mer comme la Chine. Et pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, eh bien, sachez que c'est un live interactif et convivial. Donc, ce n'est surtout pas une présentation façon monologue. Donc, on compte vraiment sur votre participation. Un concept qui nous a été suggéré par Gaëlle Fay, la créative, voilà, forte de 20 ans d'expérience en gestion de projet et certifiée en gestion de projet, également dans les systèmes d'information, et partage sur le blog Gestion de projet également son expertise à travers des articles. Donc, elle a réuni une équipe de professionnels comme Mehdi, également contributeur sur blog Gestion de projet, le pragmatique, avec 10 ans d'expérience dans la conduite de projets dans différents secteurs d'activité. Il est formateur également et auteur de l'ouvrage Repenser le management de projets pour un avenir durable, publié aux éditions AFNOR. Et pour compléter le tableau, eh bien, nous avons Yanis Martin, consultant, formateur et animateur, et sociologue et ingénieur de formation. C'est donc d'où le nom médiateur. Il intervient sur les sujets également de l'intelligence artificielle et la gouvernance des données. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir notre invité, Matteo Migliari, expert référent en biométéorologie et microclimatologie urbaine. Il va nous apporter son expertise sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des données microclimatiques. Effectivement, un projet différent de ce qu'on a l'habitude de traiter, mais ça reste un projet de recherche, euh, effectivement, qui va nous détailler. Et bien entendu, comme vous avez dû voir dans la description de l'événement, c'est un live qui va durer 1 heure. Et donc, pour le bon déroulement de cette session, nous vous prions de solliciter le chat pour poser vos questions. Levez la main lorsque vous avez besoin de vous exprimer. On vous donnera la main à tour de rôle, en essayant de quand même donner la chance au maximum de participants de s'exprimer. Et si vous n'avez pas eu la chance de vous exprimer, vous pouvez nous faire parvenir vos questions par mail pour les questions qui ne se rapportent pas à ce sujet, ou tout simplement les reposer à une autre occasion. Voilà. Donc, je vous dis très bonne séance et à vos cafés. Voilà. Merci Sarah. À toi la Bonsoir. main, Gaël et nos chers intervenants. Je te remercie Sarah. Déjà, bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Gaël. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi, bonsoir Yanis, du coup bonsoir Mathéo. Merci de nous faire l'honneur de nous rejoindre pour ce live ce soir. Je suis contente de vous voir encore une fois et j'espère que tout le monde va bien. Euh, comment ça va Mehdi? Comment ça va Yanis? Ça va très bien, surtout qu'on a notre quatrième live. Forcément, ça va très bien. On Et t'entend un pareil ici, bon, on va dire petite bouffée d'air, en fait, comme j'imagine tout le monde, fin d'année un peu compliquée avec beaucoup de boulot, surtout une semaine des vacances. Oui. Bah, Mais voilà, on essaye d'être, comment dire, fidèle au rendez-vous, même si voilà, ce sera un petit peu le moment très agréable de la semaine avant de repartir en course à partir de demain. Alors j'ai un peu le même sentiment que toi, début de semaine de fin d'année. Je pense que tout le monde ce soir ici est un peu dans ces conditions-là. C'est ça. Très bien, très bien. Donc on va introduire donc notre invité ce soir, Mathéo. Comme vous le savez ou le découvrez, et comme l'a dit tout à l'heure Sarah, notre but est d'échanger nos idées, nos impressions et de nous améliorer tous ensemble sur l'usage de l'IA dans la gestion de projet. Néanmoins, comme on aime bien être aussi un peu out of the box de temps en temps, nous avons pris la liberté d'inviter ce soir Mathéo, qui n'est pas à proprement parler un chef de projet, mais un chercheur. Je le laisserai se présenter un peu s'il veut parler un peu plus de lui. Euh, le cas d'usage qu'il va nous présenter ce soir est très intéressant parce qu'il va nous permettre de faire un parallèle entre la gestion de projet et la recherche, car nos approches, à mon sens, sont assez similaires. Un élément très important
de notre démarrage de live. C'est notre petit icebreaker que nous allons maintenant faire rentrer dans les mœurs. Et à ce titre, j'aurais aimé vous demander d'indiquer dans le chat combien de lives vous avez suivis en direct ou même via le replay depuis le début. Donc vous avez 1 minute tous pour indiquer dans le chat combien de lives vous avez suivis depuis le début. Donc je vois 1, 2, ok, c'est le premier. Ah, on a... Oui, Mehdi? Un 3 est passé, c'était le premier. En fait, c'était le premier chiffre. Ah, t'as vu un 3? Bien, bon bah c'est bien parce que ça tombe bien. L'objectif, c'est de demander à ceux qui nous suivent depuis le départ, alors je ne sais pas s'il y en a qui vont nous dire que c'est leur 4e, de lever la main. Alors, je vois des mains levées. Jean-Alain, je vois que j'ai un Jean-Alain. Allez-y. Oui. Oui, Vous me recevez? Bonsoir. oui. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Mathieu. Bonsoir. Alors, moi, c'est mon deuxième live. Je vous suis depuis Cotonou. Enchanté. Super. Alors, déjà, moi, je vous félicite pour l'initiative hein, parce que là, on apprend beaucoup, 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 alors beaucoup, surtout avec l'IA actuellement. Un des concepts qui m'ont marqué le plus, c'est le syndrome de la page piège. Qu'on a vu la dernière fois avec l'IA, c'est que là maintenant au moins on essaie d'évacuer ça. Il y a toujours une idée, comme d'abord de base, qui nous permet tout au moins de démarrer. Et donc cet aspect m'a vraiment marqué et je l'ai déjà en tout cas utilisé plusieurs fois déjà et ça me permet d'aller très vite. Et donc je tiendrai à souligner cela et vous remercier pour voilà, ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Eh ben, c'est un grand plaisir. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Bon, allez, on va peut-être laisser Mathéo nous présenter son magnifique webinaire et sur lequel nous allons discuter tous ensemble. Tout à fait. Mathéo, tu as la main. Ok, parfait. Donc, merci Gaël, merci Sarah, merci Yanis, merci Mehdi, merci à tous d'être là. Comme Sarah m'a déjà assez bien présenté, je suis expert référent en biométéorologie et microclimatologie urbaine. Un mot assez compliqué à prononcer, mais voilà, je m'intéresse un peu à tout ce qui touche à la ville et en particulier à l'adaptation des villes au changement climatique. C'est l'objet de ma thèse que j'ai fait au laboratoire Navier et avec un partenariat avec l'atelier Frambouté où notamment j'ai fait ce rôle d'expert référent. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet un peu plus particulier parce que comme Gaël l'a dit, c'est un lien avec la recherche. Je ne vais pas me plonger avec beaucoup de précision dans les notions très scientifiques pour éviter de perdre tout le monde, mais quand même, je vais chercher de vulgariser un peu les contextes déjà pour lesquels on a utilisé l'intelligence artificielle. Et donc, les contextes, hop, j'avais un petit ralentissement des changements de slides. Mais du coup, les contextes, c'était dans le cadre de cet article qu'on a présenté à la conférence EduBIM, où notamment j'ai connu Gaël et à la suite de cette intervention, Gaël m'a invité à participer à son live. Et le titre, c'était « Comprendre les déterminants du ressenti thermique humain à l'aide de l'intelligence artificielle, une expérience participative ». Donc, pour les intéressés, vous pourriez trouver gratuitement en ligne l'article complet. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à cette étude parce qu'on a mélangé, comme j'irai l'expliquer, beaucoup de compétences différentes et complémentaires. Et donc, pour démarrer, les contextes, c'est les vagues de chaleur. Donc, on le sait aujourd'hui, ça fait déjà très, très chaud. Et en futur, ça sera encore de plus en plus chaud. Donc, l'objectif, ça sera de chercher en fait comment, comment adapter nos villes pour réduire les ressentis thermiques à l'extérieur. J'ai un peu des ralentissements des slides. Je pense qu'il y a beaucoup de participants et ça va rendre un peu plus compliqué la bande passante, mais j'espère que ça va le faire.
Donc voilà, vous voyez dans ces graphes que les vagues de chaleur en futur, ça sera beaucoup plus intense et beaucoup plus chaude. Et du coup, les contextes, ça peut se résumer comme celui-ci. J'ai chaud, alors je rentre chez moi, j'allume la clim et je rejette de la chaleur à l'extérieur. Eh bien, la production de feu individuel n'est pas la bonne stratégie parce que tout cela, c'est un boucle qui, en fait, il rend l'environnement urbain extérieur de pire en pire. Et donc, il faut plutôt trouver d'autres stratégies en partant surtout de l'environnement extérieur. Donc, la solution à trouver est collective en partant de l'espace public. Si on coupe dans la boucle cet élément G chaud, en fait, on pourrait éviter que toute cette surconsommation d'énergie réchauffe de plus en plus notre environnement. Mais alors, comment on peut aménager les espaces extérieurs pour réduire le stress thermique? Eh bien, aujourd'hui, nos villes, ils se préparent à faire face au 2100. Et pour cela, il met en place différentes stratégies, comme lutter contre les îlots de chaleur urbains, plus de 200 indices de confort thermique, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur un seul de ces stratégies, mais la question c'est, est-ce que ces stratégies sont vraiment adaptées? Parce que comme le montre l'image, on peut se préparer nos cartes de poker, mais si après, en 2100, on nous demande de jouer aux échecs, eh bien, ça veut dire que notre stratégie, ça sera probablement un échec. Et du coup, dans ma thèse, en fait, je cherche de comprendre si ces stratégies qu'on est en train d'adapter sont vraiment les bonnes. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur l'augmentation systématique des albédos. Il faut savoir qu'un albédo, tout simplement, c'est, on peut dire, la tente des matériaux à l'extérieur. Un matériau très, très sombre aura un albédo très bas, alors qu'un albédo très élevé, ça sera plutôt lié à une couleur qui est très claire, parce que l'albédo, c'est la capacité de réfléchir, et du coup, un surface claire, il réfléchit beaucoup plus qu'une surface sombre, qui, elle, en revanche, a tendance à absorber la chaleur. Et donc, le contexte, c'est cela pour l'augmentation systématique de l'albédo, c'est défavorir des solutions de type cool pavement qui, comparées à un asphalte traditionnel, elles sont beaucoup plus claires. Et donc, il arrive à réfléchir plus des radiations et du coup à s'échauffer moins. C'est là si la surface s'échauffe moins, bien entendu, l'air s'échauffe moins elle aussi. Donc, si on a beaucoup de surfaces sombres, on aura une température de l'air qui est plus chaude par rapport aux surfaces claires. Et donc, cette typologie, elle est utilisée déjà dans pas mal de villes qui sont en train d'expérimenter cela. C'est plutôt une tendance qui a pris pied dans les dernières années. Du coup, voilà l'exemple que j'ai porté ici, c'était la ville de Lyon, qui a commencé à peindre en blanc au plus de 100 mètres carrés de trottoirs de la ville, notamment avec l'intention d'améliorer le bien-être citoyen et combattre aussi tout ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Et donc, en accord avec les choix de la ville de Lyon, j'ai demandé à ChatGPT, par exemple, si c'était plus confortable de se promener sur un revêtement sombre ou plutôt sur un revêtement clair, et ChatGPT affirme avec un très haut degré de précision et d'explication qu'en effet, un trottoir clair est plus confortable qu'un trottoir sombre pour se promener dans une vague de chaleur. Eh bien, du coup, c'est cela notre contexte. On a deux choix. Qu'est-ce qu'on choisit d'emprunter lorsqu'une vague de chaleur pour être mieux? Vous pouvez faire, vous aussi, votre choix personnel. Du côté gauche, on a les parcours sombres. Du côté droit, on a les parcours clairs. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Et ça, sont des résultats qu'on a obtenus par des logiciels de simulation microclimatique. Donc, dans les parcours sombres, on a un rayonnement incident qui fait que beaucoup de la surface est absorbée par ces revêtements et très peu est réfléchi. Donc, la température de l'air, ça s'échauffe et en résultat, on a très très chaud. Alors, si on passe dans la solution 2, eh bien, on a toujours les rayonnements incidents qui arrivent du soleil. Il y a un côté beaucoup plus faible qui est absorbé
par les revêtements au sol et donc un côté plus important qui est réfléchi. Et les résultats, c'est que si la personne sur les revêtements sombres avait très chaud, eh bien, la personne sur les revêtements clairs, elle meurt. Et donc, en fait, on peut se poser, mais du coup, pourquoi on a un stress thermique plus élevé si la température de l'air est plus frais? Et donc, la réponse, c'est notamment lié au phénomène de la radiation, de la réflexion de la radiation solaire. Parce que, effectivement, les revêtements sombres, ils stockent plus de chaleur et ils réfléchissent beaucoup moins. Mais les revêtements clairs, ils réfléchissent beaucoup plus. Mais cette réflexion, elle peut frapper, en fait, les piétons qui se promènent sur ces revêtements clairs. Et donc, un grand résultat qu'on a en fait de cette première modélisation microclimatique par logiciel, c'est que j'ai chaud, c'est différent de dire c'est chaud. En fait, on pourrait sentir moins de chaleur dans un environnement qui, a priori, a une température de l'air plus élevée. Et ça, c'est notamment exemplaire de cette propos. Et donc, voilà, je laisse la main à Gaël pour voir si déjà quelqu'un a des questions à ce stade. Peut-être Gaël aussi a des questions à ce stade. Oui, j'en ai une justement. Alors, j'ai plusieurs choses déjà. Alors, déjà, merci, c'est très intéressant et ça touche, je pense, tout le monde. Ces ressentis thermiques, on les a tous, je pense qu'on les a tous vécus au moins une fois, hein, que ce soit même avec le froid, hein. On peut des fois sentir qu'on a froid et pour autant, il fait pas forcément si froid que ça. Bon, bref, je vais pas prendre ta place, hein, bien sûr. La question, moi, que je voudrais te poser, puisqu'on est quand même là ce soir pour parler d'intelligence artificielle, c'est que dans ta présentation, à un moment donné, tu as interrogé ChatGPT. Donc, si on pouvait remettre la slide où justement on voit le prompt que tu as utilisé, ça me permettrait de te demander, en fait, ce que tu as pensé de cet usage de ChatGPT dans ton contexte. Euh, Déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, déjà, donc, avec ChatGPT, c'était un peu un premier essai qu'on a fait en demandant des choses qu'on a découvertes avec des résultats des simulations. Et donc, on peut constater que pour l'instant, il y a, il y a une divergence des résultats. Donc, ce que ChatGPT a prévu, ce n'était pas ce qu'on a obtenu. Et après, j'expliquerai dans les slides qui suivent, on utilisera une autre méthode d'intelligence artificielle, pas générative du coup, pour voir comment on peut se situer dans cela. Mais, Euh, mais ce que j'ai compris, c'est que dans ton prompt, en fait, tu lui as demandé quelque chose et la réponse, elle était complètement erronée, en fait, au final déjà. Alors, disons que c'était divergente. Après, on a fait cette étude pour Mhm. comprendre qui avait raison, notamment parce que les conforts thermiques, c'est un sujet assez complexe à aborder. Et donc, ChatGPT donne plutôt raison à des choses qui se font aujourd'hui dans l'adaptation des villes. Mais, euh, mais voilà, effectivement, par rapport à nos simulations, les résultats, c'est inverse. Donc, il faut aussi dire que ChatGPT, c'est un outil très puissant pour si bien canaliser. Il faut aussi dire qu'il y a quand même un impact sur la consommation J'allais y énergétique qui venir, est ouais. non négligeable. Mm. J'avais vu passer un post LinkedIn, par exemple, quand c'était l'équivalent d'une douche de 3 minutes chaque prompt. Mais donc, un peu comme le disait dans les films Spider-Man, des grands pouvoirs impliquent aussi des grandes responsabilités. Donc, c'est bien de ne faire pas trop confiance aux résultats que ChatGPT sort et d'utiliser cet outil aussi avec modération. Il faut... Et, et j'ai vu deux questions passer dans le chat pendant que nous discutions. Une première personne qui dit qu'elle habite à Lyon et qu'elle était intéressée pour savoir quelle rue de Lyon avait été peinte en blanc. Je ne sais pas si tu as Ah, la réponse. Ouais, oui, il y avait dans mon slide, je ne me souviens pas par cœur, mais Je me suis permis de donc, mettre l'article en ligne. oui. d'accord, Ah, ok, d'accord. Il est dans le chat. Et je me suis Ok. aussi permis de partager ton article, Mathéo. ok, parfait. Du coup, bah, la réponse, elle est dans le document, c'est ça?
Oui, oui, oui. Ok, ok. Je pense que j'avais extrait un partie de l'article que de toute façon Yanis a dit d'avoir mis dans le chat. Donc voilà, cet article est disponible aussi dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Et pour ceux qui en fait, se demandent encore quel est le rapport avec l'IA, parce qu'effectivement, l'objet de ce live, c'est quand même comment devenir un meilleur chef de projet, un chef de projet plus efficace en utilisant l'IA ou l'IA générative. Ce que nous disions en introduction, c'est que le cas présenté par Mathéo est très très intéressant parce que ça démontre un cas d'usage de l'IA dans un cadre de recherche qui peut s'assimiler, s'apparenter à de la gestion de projet, hein, très clairement. Et ce qu'a répondu Yanis, je l'ai vu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut attendre la deuxième partie où nous rentrons plus en détail sur l'IA. Enfin, c'est surtout Mathéo qui va nous expliquer quelle approche il a utilisée et de quelle manière il a utilisé l'IA. Et nous, on pourra ensuite, en tant que chef de projet, pouvoir faire un parallèle tous ensemble et essayer de déterminer de quelle manière, en fait, la méthode utilisée par des chercheurs, excusez-moi, peut être assimilée à celle d'un gestionnaire de projet et dans quelle mesure l'IA peut apporter voilà, dans la gestion de projet, quel que soit le métier derrière. Hmm. Euh, Comme l'archiduchesse, c'est pas facile à dire toujours. ouais, ouais, merci beaucoup Yanis. Je vais m'entraîner ce soir. Mais sorti de la blague, non, non, c'est vraiment un parallèle parce qu'on a eu déjà cette discussion. Il faut bien penser qu'un projet de recherche reste un projet. Sous-entendu, il y a une gestion de projet, un budget alloué, une cible, des objectifs, en fait, des jalons de la même manière. Et en fait, beaucoup de personnes peuvent se dire à un moment donné, oui, mais la recherche n'est pas forcément liée avec mes pratiques, mais en fait, de la même manière qu'on va avoir des projets dans le bâtiment, dans l'IT avec des différences spécifiques, la recherche induit aussi en fait une gestion de projet pour aller au bout justement d'une démarche de recherche. Et accessoirement, permet de brasser beaucoup de données. Donc là, on a aussi un lien avec l'IA aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions dans je regarde le chat en même temps, mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait que Mathéo peut-être précise un peu la première partie, qui à mon sens était déjà très très claire, mais N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions avant qu'on passe à la seconde partie avec Mathéo, effectivement. ah, nous avons quelqu'un qui nous dit qu'une recherche ChatGPT est égale à 10 recherches Google en impact CO2. Est-ce que vous êtes au courant de ça, les amis? Ça vous parle? Non? Bon. Attends, Je je termine, je n'avais réponds aux pas questions avant. forcément la donnée Pardon. précise, mais du coup, voilà, disons que c'est connu qu'en recherche ChatGPT, ça utilise beaucoup plus que des ressources. Après, la question c'est est-ce qu'avec un seul prompt ChatGPT, par exemple, on arrive à faire mieux que 10 recherches Google si, Oui, en utilisant ces parallèles. Donc, tout à fait, tout à fait. Nous sommes effectivement dans l'efficacité, c'est exactement l'objet de notre live, donc très bien, ta remarque est très pertinente. Ah, je vois que Sarah a peut-être quelqu'un Oui, à nous. exactement. Alors, Oui. Maza, est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Vous avez une question à poser par rapport à ce qu'on a déroulé avant? Allô? On vous entend. Oui, oui, bonsoir. Je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure d'IA générative, donc j'ai supposé qu'il y avait différents types d'IA. Est-ce que je me trompe? Ah non, vous avez tout à fait raison. Et l'IA générative est une sous-partie de l'IA, en fait. Enfin, je laisserai Yanis me confirmer ou infirmer ce que je viens de dire, mais Bah, c'est pas que c'est une sous-partie, enfin c'est une sous-partie, on peut dire ça comme ça, mais en fait, grosso modo, en fait, alors c'était une question qu'on s'était posée à savoir si c'était la peine de redéfinir justement les ensembles d'IA qui existent, mais depuis les années 60, il y a plusieurs modèles d'IA qui ont été mis en place avec plusieurs philosophies derrière. Ça peut être assez long à expliquer, mais en fait, à aujourd'hui, on est dans des IA qui sont ou symboliques ou connexionnistes. Les systèmes de LLM qu'on utilise aujourd'hui, en fait, reposent sur le deep learning et le machine learning, qui est plutôt une évolution de la partie connexionniste, qui a repris, en fait, je dirais, un élan depuis à peu près une dizaine, quinzaine d'années, mais qui Mhm. étaient déjà les premiers mouvements d'IA qui existaient avant. Et il y a toute une série d'applications sur les outils d'aide à la décision, de recherche algorithmique, de tri des données, qui justement reposent sur de l'IA. Donc l'IA générative est une très très faible partie de ce qui existe aujourd'hui en IA. Mais juste pour une illustration, en allant dans le champ sans doute de ce que va développer Mathéo derrière,
tous les assistants, sans doute, comme on pourrait dire, téléphoniques qu'on a aujourd'hui, Siri, Alexa, reposent principalement sur des systèmes d'IA de reconnaissance vocale. Les métros automatiques ou trams automatiques sont pilotés aujourd'hui par le l'IA. Tout ça, en fait, justement, aujourd'hui, est généré par de l'IA. D'accord. Ok. Je me suis permis le partage d'un petit article qui explique, Masa, si tu veux, en fait, sur Talend, bon, qui est un éditeur comme un autre, Oui, la liste, en fait, des différentes typologies d'intelligence artificielle qui existent. d'accord. Vous avez réponse à votre question, Maza? Oui, oui, très bien. Est-ce que je peux du Mhm. coup enchaîner sur une autre question? Je voulais Mais savoir, évidemment. en fait, l'IA qu'on va utiliser dépendra de l'objectif qu'on veut avoir. C'est bien si j'ai bien compris. Ou plutôt, est-ce que ma question est claire? Oui, c'est très clair et la réponse est effectivement oui, c'est tout à fait D'accord. ça. Ok. Et j'allais dire que c'est une belle transition pour Mathéo parce que justement, Oui. Mathéo a utilisé de l'IA et pas de l'IA générative dans un cadre précis. Et on va teaser un peu la suite. Parmi les questions qu'on souhaitait lui poser, on en a une concernant le type d'IA qu'il a utilisé justement. À ce moment-là, je reprends la main. Vas-y, vas-y. Yes, tu as la main. Ok, super. Donc, on aborde la deuxième partie. Euh, oui, effectivement, on va doucement aborder la question de l'IA, mais tout d'abord, c'était important comprendre quels étaient les contextes dans lesquels on a utilisé l'IA, parce que comme la réponse de Gaël vient de le dire, le choix de l'IA aussi, c'est lié à nos objectifs. Donc, si on ne comprend pas l'objectif de départ, c'est difficile à accrocher par rapport à la suite concernant l'utilisation de l'IA. Donc, vous avez compris, on a deux branches différentes jusqu'à là. On a une réponse des logiciels de simulation et une réponse des ChatGPT et plutôt de ce qu'ils font à Lyon et de ce qui sont les stratégies qu'ils sont utilisées actuellement. On voulait comprendre si ces stratégies sont adaptées ou pas. Et pour le faire, on a réalisé une expérience participative dans un cadre réel. Donc, pendant la canicule de 2022, on a créé cette setting que vous voyez dans l'image avec différents bâches de couleurs différentes, donc d'albédo différents. On a instrumenté tous ces settings pour récupérer des données microclimatiques en permanence. Et en parallèle des données microclimatiques, on a repéré des données humaines. Parce qu'en fait, il y avait plus de 75 participants qui ont accepté de participer à cette expérience. Et donc, ils nous exprimaient leur ressenti thermique. Un partie intéressant, c'était que tout d'abord, on leur a demandé d'exprimer ces ressentis en étant bandés. Donc, ils ne pouvaient pas savoir s'ils étaient sur du sombre, sur du clair ou si c'était à l'ombre ou pas, justement pour ne pas avoir disons, pour éviter que leurs croyances impactent les résultats sur leur confort thermique et leur permettre de se concentrer uniquement sur leur ressenti thermique. Et tout cela a donné lieu à une grande quantité de données. Et notamment, l'objectif, c'était comprendre comment traiter toutes ces données. Parce qu'on avait toutes les données microclimatiques, toutes les données humaines, et cela, c'était à chaque déplacement de la personne. Donc, on avait énormément de données, et on a choisi donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour chercher de traiter ces valeurs de confort. Donc, la méthode, en fait, IA qu'on a utilisée pour comprendre les déterminants du confort thermique, parce que c'était ça notre objectif, c'était déjà comprendre s'il a du sens calculer les conforts thermiques avec des formules objectives qu'on utilise aujourd'hui, telles que les logiciels de simulation, pour quantifier quelque chose qui, a priori, est censé être subjectif. Donc, on avait toutes notre données tabulaires qu'on a récoltées pendant l'expérience. On a utilisé une méthodologie d'IA qui c'était de l'apprentissage supervisé. On a, à la suite de cette analyse, on a extrait uniquement les données qui a priori étaient influentes pour analyser ces phénomènes. On a du coup éliminé toutes les données non influentes de la version de base.
Et après, pour pouvoir les représenter dans un espace bidimensionnel, on a réalisé une réduction des dimensionnalités. Et on a coloré les outputs en fonction disons, chaque point, il est coloré en fonction de l'output qu'on voulait avoir. Et enfin, on a utilisé du clustering pour voir si notamment les regroupements des variables similaires, ils donnent lieu à des réponses de confort thermique qui sont similaires. Donc voilà, c'était déjà, il faut dire que c'est pas moi qui a fait les modèles d'IA générative, c'était plutôt un expert d'IA que j'ai creusé au laboratoire Navier. Ça s'appelle Kazuki, c'est notamment le deuxième auteur de cet article. Et donc, moi, disons, je peux me retrouver un peu dans une situation comme vous, que vous utilisez de l'IA, mais je ne sais pas, je pense que pas mal de personnes connectées en ligne sont juste curieuses par rapport à l'IA, comme je l'étais. Elles ne sont pas forcément des experts de l'IA. Alors que là, on devait trouver des résultats avec une validité scientifique. Et donc, le gros problème d'utiliser l'IA, c'est que l'intelligence artificielle donne toujours un résultat. Mais la question est, est-ce que ce résultat que l'intelligence artificielle nous délivre est bon ou pas? Et c'était notamment pour cela que c'était nécessaire de vérifier la méthode qu'on a présentée dans la slide d'avant, avant de l'appliquer à des sujets qui a priori sont inconnus, comme les conforts thermiques. Genre, si l'IA nous donne directement un résultat sur les conforts thermiques, on ne peut pas forcément dire c'est vrai ou c'est faux, parce que les conforts thermiques, c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre. Et donc, tout d'abord, on devait fiabiliser cette méthode avant de l'appliquer sur des choses qui sont a priori inconnues. Et donc, cette méthode, plutôt que l'utiliser pour valider les conforts thermiques, on l'a tout d'abord utilisé pour valider les déterminants de la température moyenne radiante. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la température moyenne radiante? C'est un peu la réflexion, c'est un peu la radiation qui nous arrive contre nous. Ça vient directement du soleil, mais c'est aussi la radiation qui est réfléchie par un sol. Et notamment, pour calculer la température moyenne radiante, on utilise des globes noirs, comme celui que vous voyez dans l'image. Donc, plus les globes ça s'échauffe, plus la température moyenne radiante qu'on obtiendra, ça sera élevé. Et donc, on a utilisé la méthode d'IA pour comprendre les déterminants de la température moyenne radiante, alors qu'on connaît déjà la réponse, parce que ça vient d'un formule, et notamment, ça vient des mesures microclimatiques de cette petite balle noire. Et donc, par rapport à toutes les données qu'on a filées à l'IA, ce qu'on s'attend, c'est que toutes les données qui sont liées aux personnes qui ont participé à l'expérience, parce qu'on a pris toutes leurs données, on a pris leur poids, on a pris leur âge, on a pris leur quantité de sport par semaine. On a vraiment cherché de faire un database le plus complet possible pour qualifier les personnes qui ont participé et les données microclimatiques. Et donc, toutes ces données liées à la personne, bien entendu, ne vont pas avoir un impact sur ce que cette fameuse globe noire, elle calcule. Genre, les résultats, il ne va pas changer si devant lui, il y a un homme ou une femme ou une personne très haut ou une personne plutôt basse. Et donc, on a mis en place, pour comprendre les déterminants de la température moyenne radiante, on a mis en place la méthode qu'on a expliquée tout à l'heure. Et du coup, on voit bien que dans les variables écartées, par exemple, toutes les variables personnelles, ils ont été écartés par les modèles d'IA et uniquement les variables microclimatiques et matériaux ont été retenues par l'IA comme les variables les plus impactantes sur cette valeur, ce qui a du sens. Et donc, en fait, l'étape suivante, c'est de dire, OK, on a compris quelles sont les données impactantes. Donc, si ces variables sont effectivement les plus influentes sur notre output, qui dans ce cas est la température moyenne radiante, alors des combinaisons similaires de ces variables impactantes, ils devront donner des résultats d'output sur la température moyenne radiante qui sont similaires. Genre, à ingrédients similaires,
on va obtenir un résultat qui est similaire. Et donc, c'est pour ça que c'est la deuxième partie de l'étude où on a fait une réduction de dimensionnalité pour voir nos valeurs sur un plan. Et dans la colonne de droite, en fait, on a clusterisé nos points pour rassembler en fait les variables qui étaient similaires. Et on voit bien qu'il y a une correspondance des couleurs. Attention, les couleurs sur la droite sont les couleurs des groupes similaires des variables, alors que les couleurs sur la colonne tout à gauche sont les couleurs de la température moyenne radiante. Et donc, ça vérifie en fait, ça colle avec ceux sur lesquels on s'attendait. Il y a une correspondance presque parfaite entre les clusters des variables influentes et la couleur de la température moyenne radiante. Et donc, il nous a permis de dire que cette méthode est validée. Et du coup, on peut appliquer cette méthode sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, que c'était le confort thermique. Du coup, Mathéo, excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce que ce que tu dis me fait fortement penser à des approches qu'on peut avoir aussi en gestion de projet, quand on fait des MVP ou dans le Lean Startup, où on aura tendance plutôt à avancer par hypothèse. Si j'ai bien compris ce que tu nous dis, en gros, dans ton échantillon de personnes, qui était quand même assez conséquent, vous avez, avant d'utiliser l'IA, entre guillemets, pleinement, vous avez décidé de prendre une hypothèse, de la valider avec l'IA et au final, c'était concluant, en fait. Donc tu as pris cette hypothèse sur une équation que vous connaissiez et quand tu as vu que l'IA était correcte, vous avez continué. Sinon, tu aurais, ce qu'on appelle dans Lean Startup, pivoté et éventuellement, tu aurais pris une autre solution. Voilà, je ne suis pas expert de Lean Startup du coup, mais effectivement, c'est ça la méthode qu'on appliquait. Ok, On avait un database très très large et avant de se lancer dans l'inconnu, on s'est lancé sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Et en sachant que c'était encore plus compliqué pour l'IA, disons, dans une certaine manière, c'était une tâche un peu plus compliquée parce qu'il y avait beaucoup de données qui en fait, il était complètement décorrélé du résultat. Parce que toutes les données qu'on a filées quand même à l'IA sur les poids des personnes, sur l'auteur des personnes, sur leurs émotions, etc., ils pourront avoir un impact sur le confort thermique, mais c'est sûr et certain qu'ils n'ont encore aucun impact sur la mesure microclimatique effectuée par les machines. Si la personne en face de la machine est rose et une autre personne est triste, eh ben, la machine, elle va prendre les données microclimatiques de la même manière. Et donc, il y avait beaucoup de bruit, on va dire, dans les données qu'on a filées à l'IA. Et l'IA a pu très bien démasquer toutes les données qui n'avaient aucun impact sur les phénomènes qu'on voulait comprendre. Et donc, ça nous a permis de dire, OK, la réponse de l'IA est cohérente avec ce qu'on sait. On a cherché de rendre cette analyse des VIA la plus compliquée possible, dans une certaine manière, et il s'est bien débrouillé. Donc, on peut avoir de la fiabilité suffisante pour commencer à utiliser la même méthode sur des choses qu'a priori on ne connaît pas. Et si je me permets, Mathéo, j'ai s'il te plaît, une petite question en fait sur la méthode utilisée, parce qu'en fait, on t'a déroulé en fait l'approche. Ça me rappelle ce qu'on appelle la méthode ACP, analyse par composante principale. C'est une méthode de statistique qui étudie en fait je dirais, la relation entre un phénomène et les causes probables, ou bien les liens avec d'autres je dirais, phénomènes parallèles. C'est la même approche, c'est-à-dire on analyse avec beaucoup de données et ça peut observer, en fait, il y a des logiciels, par exemple, comme SPSS qui absorbent beaucoup de données. Et le résultat, en fait, c'est des liens avec des coefficients. Par exemple, un coefficient 0,5, ça montre un lien plus fort qu'un coefficient, je dirais, 0,01. Et donc, on arrive à comprendre les liens qu'il y a entre tous ces phénomènes-là. Alors, ma question, pourquoi aller vers l'IA alors que nous avons des outils, des logiciels, et je dirais même des formations en ligne qui sont disponibles et qui peuvent servir à je veux dire, la même cause et donner peut-être un résultat qui est meilleur ou bien plus précis peut-être. Oui, bah, disons, comme je l'expliquais tout à l'heure, mon approche à l'IA, c'était plutôt par curiosité, parce que c'est un sujet où tout le monde commence à en parler,
et aussi lié à l'opportunité. Parce qu'il y avait ces visiting professeurs du Japon qui étaient au laboratoire Navier où je réalise ma thèse qui va être bientôt soutenue en janvier. Et donc, il a fait une présentation où il a montré effectivement cette utilisation de l'IA pour des calculs de structure. Donc, il a fait un déroulé où j'étais présent, où il a montré la méthode qu'il avait développée, je pense, au cours de sa thèse pour optimiser des éléments structuraux. Et moi, j'ai dit, tiens, cette méthode, ça pourrait coller très bien avec mon cas d'étude. Donc, pour revenir un peu à ta question de départ, je pense qu'il n'y a pas une seule manière d'arriver à un résultat. C'est un peu comme une cuisine. On a une recette de départ. Bien entendu, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais les outils qu'on utilise pour réaliser cette recette, on a une certaine flexibilité. Donc, effectivement, on aurait pu utiliser d'autres manières pour le faire. Après, comme je n'ai pas utilisé d'autres manières, je ne pourrais pas dire quels seront les résultats qu'on aurait obtenus. Et sachant que, comme tu l'as compris, la complexité de ces cas-là, c'était qu'il y avait beaucoup de données qui n'ont pas de corrélation. Et donc, il fallait quand même un peu de l'intelligence ou de la statistique pour comprendre quelles sont les données qui ont vraiment un impact et quelles sont les données qui n'ont pas d'impact. Né- Donc, oui. Ouais, néanmoins, excusez-moi parce que j'arrive pas à lever la main j'ai un petit souci sur mon ordi, du coup, c'est un peu, je suis désolée de t'interrompre comme ça, Mathéo, mais ce que je voulais dire, c'est que quelque part, du fait de la méthode que tu as mis en place précédemment, où tu as fonctionné quelque part avec un proof of concept, si à ce moment-là, tu t'étais rendu compte que l'IA n'était pas efficace ou ne t'apportait pas les résultats attendus, bien entendu, tu serais reparti sur une méthode, je suppose, plus traditionnelle. Donc là, au final, tu as, je trouve que ton approche, en tant que bon gestionnaire de projet, est la meilleure. C'est-à-dire que tu essayes quelque chose de nouveau dans un contexte très compliqué, avec des données compliquées, et plutôt que de te lancer à 100% sur cette nouveauté, tu as utilisé un petit environnement, tu as utilisé un élément une hypothèse que tu pouvais confirmer ou pas. Et quand tu as confirmé cette hypothèse-là, tu t'es dit, c'est bon, je le déploie au sens large dans mon étude. Je pense que c'est la meilleure des approches quand on arrive justement dans quelque chose qui est très innovant comme ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ta lecture est correcte dans le sens que si les résultats de cette analyse à petit environnement, on va dire, ça ne collait pas avec ce qu'on savait, on aurait tout de suite utilisé une autre méthode, chercher une autre méthode validée pour pouvoir l'appliquer. Et donc, voilà, ça aurait toujours produit un résultat, à savoir, ce type d'IA-là, ce n'était pas pertinent pour ce type de données-là. Mais heureusement, comme j'étais un peu intéressé d'IA, on a eu des bons résultats. Et Comme tout le donc, monde. voilà. On est tous là parce qu'on est intéressé par l'IA, hein, faut le savoir. Peut-être quelqu'un, Sarah, veut poser une question? Oui, alors je vois Maza. Oui, Oui, Maza, on vous écoute. Oui, en fait, peut-être ma question est simple, parce que moi je suis novice sur le sujet, mais Nous aussi. en fait, on a parlé tout à l'heure avec Mathéo qu'il avait fait avaler, si je peux le dire comme ça, à l'IA une quantité de données assez importante. Je me pose la question en entreprise, en fait, quel est comment est-ce qu'on peut concilier données entreprise et IA? Parce qu'en fait, il y a un problème de confidentialité, sauf erreur de ma part. Vous êtes d'accord? Oui, alors ce problème-là, c'est généralement le thème de Mehdi, donc je pense qu'il complétera. Mais effectivement, là, ce qu'on fait, c'est que déjà, on essaye de vulgariser un peu, de comprendre D'accord. de quelle manière on peut l'utiliser, quand on peut l'utiliser, en fonction de quel type de besoin. Néanmoins, et ça, c'est la règle maintenant dans tout ce qui est informatique, c'est la limite de l'usage de ces données en restant RGPD, en restant comme vous l'avez dit à l'instant, dans la confidentialité, etc. Ça, c'est encore un autre sujet qui, à lui-même, est déjà très vaste. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets, je crois, Yanis,
tu sauras me compléter là-dessus, où on parle notamment justement de tout ce qui est des sujets propres à la confidentialité autour de l'IA, en fait. Merci, Commencer peut-être Mehdi, Mazia. ou on répond Oui. peut-être à sa question? Ou je sais Vas-y, pas. Yanis. À moi, enfin oui, si vous voulez. En fait, là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de réglementations en vigueur, principalement en Europe, qui sont en train d'être faites, notamment une chose qui s'appelle l'IA Act, que je peux d'ailleurs mettre en lien. C'est Ça fera pas c'est forcément ce de que, mal. c'est ce que je voulais que tu introduises, justement. Mais en fait, à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué à appréhender, relativement lourd en l'occurrence, et sur lesquels les résultats, en fait, ne sont pas forcément en jonction avec la RGPD et d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a un ensemble de réglementations qui essayent de réglementer les choses. Alors, je peux parler de NIS2, DORA, etc., pour tout ce qui est partie sécurité, cybersécurité, confidentialité, etc. Mais même s'il existe des ponts, il n'y a pas forcément de gouvernance globale par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, la problématique de l'IA étant que quand bien même à un niveau européen, on essaye de régler la partie de la privacy dès le démarrage, by design, etc. Quid des pays étrangers qui sont hors réglementation européenne? Alors, même s'il y a des volontés dans certains pays de commencer à faire ces réglementations-là, c'est très très compliqué parce qu'en fait, on est pris après dans ce principe, tout à l'heure j'en parlais dans le forum de précaution, qui est de se dire, pour l'aspect environnemental, doit faire attention ou pas, et pareil pour l'aspect des données, de la protection des données, que devons-nous faire? Et il n'y a pas forcément de réponse parce que quand bien même on essaie de réglementer, bah, des entreprises continuent d'être dans un espèce de système d'innovation à outrance. Et là, aujourd'hui, en fait, utiliser un système qui protège les données, c'est avoir son propre système hébergé sur ses propres data centers avec les propres modèles qu'on peut bien utiliser après des modèles de fondation, mais qui sont sous la main des gens qu'on utilise. Mais dès lors qu'on va utiliser une solution tierce, a fortiori en SaaS, quelle qu'elle soit, on n'est absolument pas du tout en mesure de savoir quelles sont les normes de confidentialité utilisées derrière. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Et par contre, je vois si on peut, j'ai vu une question très intéressante, j'aimerais que la personne nous la pose en direct. Je crois avoir vu René qui parlait de construction. Je ne sais pas si René, vous voulez poser votre question en direct. Si c'était bien René le prénom que j'ai vu, hein, je Ouais, m'excuse. allez-y. Oui, allez-y René. C'est René ou Henri, excusez-moi? Ou les deux. Je, je pense qu'il est mute pour Ah oui, l'instant. vous êtes en mute. Vous avez la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend. Voilà, désolé à tous de vous retarder. Donc en fait, moi je suis directeur de construction industrielle d'usines et sur des grands chantiers que j'utilise où je mets les organisations en 4.0 avec plus de 30 ans d'expérience. Pour répondre à la dame tout à l'heure, depuis les années 1970, j'utilise la digitalisation sur les chantiers. Donc c'est pas d'hier. Maintenant, moi, ma problématique, comme je vous le disais, dans tout ce que vous dites, je trouve ça formidable et merci Mathéo parce que les maths, j'ai fait maths sup, maths spé, ça m'a plu. Mais ce qui me branche aujourd'hui, c'est dans l'intelligence artificielle, en étant cadre et cadre supérieur de chantier, eh bien ceux qui vont pas accrocher les wagons là maintenant, eh bien on va être à la ramasse d'ici 2, 3 ans. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les outils qui peuvent m'aider pour aller plus vite et gagner du temps sur mes chantiers, sur les projets que j'ai, qui sont des projets différents des vôtres, parce que nous, on construit des usines et c'est des centaines d'hommes, c'est des dizaines de millions. Et je me demandais quels sont les outils qui peuvent nous faire gagner du temps. Alors, il y a de plus en plus les petits outils sur les chantiers qu'on trouve pour aider à l'organisation, à l'OPC, hein, à l'ordonnancement, lancement, etc. Mais en IA, j'ai commencé à faire un peu d'IA générative avec les chats GPT et autres. Je trouve pas ce qui m'irait bien sur les chantiers. Vous voyez? Alors, Alors, je peux avoir des éléments de réponse. René, c'est René ou Henri, ton prénom sans On est indiscrétion? Henri. Henri. On les est deux. Henri. Henri, si tu veux, tu peux me contacter post, enfin, ou les personnes intéressées, post séminaire. Il s'avère qu'en fait, il y a plusieurs dynamiques autour d'Avignon. Il s'avère que je suis enseignant à l'Université d'Avignon.
où il y a justement des gros accompagnements sur une industrie. Alors après, on donne le nom, les gros chiffres. Moi, je suis perdu entre les 3, 4, 5.0, etc. Mais en tout cas, justement, de mise en place en fait d'outils d'IA pour l'industrie. Je travaille notamment avec un monsieur qui s'appelle Pierre Jourlin qui travaille sur ces sujets-là. Et si tu veux, je peux te mettre en relation avec lui. Et ça peut t'amener à toucher tout un réseau de sociétés qui travaillent justement autour de la modernisation des industries par l'IA. On pourrait peut-être même l'inviter, Yanis, dans le cadre d'un autre Avec, live. On peut l'inviter le cas échéant, mais là, on sera quand même assez loin de la gestion de projet en tant que tel, parce que c'est plus sur l'exploitation-production, mais alors, on peut en débattre avec lui, tout à fait. Ouais, je Alors, pense qu'on peut toujours trouver des liens tels qu'on l'a fait avec Mathéo, Oui, bien sûr, de bien sûr. prime abord. Et je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Je remercie René Henry de l'avoir mis dans le chat. C'est pour ça que je vous ai donné la parole. Et vous l'avez. Oui, vas-y, Mehdi. en fait, si je peux, je pourrais rajouter quelques, je dirais, éléments de réponse un tout petit peu, je dirais, pratique. Je fais de la construction et en fait, là où on peut optimiser un petit peu le temps sur de nos ingénieurs, des chefs de chantier et les gens en fait qui font l'encadrement et pas les gens qui travaillent sur site parce qu'en fait, pour soulever un poids, il faut une grue. Et donc là, l'IA, je crois que bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, hmm, par exemple, la réduction des temps des réunions, ou bien ce que maintenant on peut faire avec Teams, je pense, c'est la rédaction des comptes rendus. Parce qu'on fait une réunion d'une heure, et si c'est une réunion vraiment très importante, on passe après une heure à rédiger en fait un CR qu'il faut valider avec tout le monde, et ça fait perdre un temps fou à des gens de chantier qui souvent, en fait, ils ne sont pas je dirais, très attiré par tout ce qui est rédaction de compte rendu, tout ce Mm. qui est bureautique. Donc là, en fait, c'est un élément. Sinon, en fait, tout ce qui est en fait BIM, donc relatif à la construction, donc là, en fait, tout ce qui est visualisation 3D, donc l'IA pourrait, je ne suis pas expert sur ce domaine, mais en fait, je vois plein de choses passer sur LinkedIn, et donc ça aussi, ça peut aider. Mais c'est vraiment surtout le gain de Ah, temps pour notre encadrement, donc ça peut vraiment alors, être très, très important. excusez-moi, je vois le temps passer. Ce serait bien que Mathéo puisse finir sa présentation rapidement. Enfin, rapidement, qu'il puisse la finir déjà. On note ce sujet. Je pense qu'on va clairement en faire Tu un as la main, thème Mathéo. d'un prochain live. Vas-y, Mathéo. Ok. Alors, déjà, sur les droits, etc., pour information, les modèles d'IA qu'on a utilisés là, c'est pas de l'IA générative et c'était un code Python. Donc, une fois que tu as ton code Python sur ton portable, tu peux faire ce que tu veux et tu as les droits. En fait, il n'y a pas besoin de partager tes données avec les sites qui potentiellement il fait les traitements ou l'analyse si tu écris toi-même ton code. Mais bien entendu, il faut avoir cette capacité. Ce professeur du Japon, il avait écrit son code, mais c'est pas donné à tout le monde. Et pour la chose de gestion du chantier, je voudrais juste me raccrocher à la présentation d'aujourd'hui pour donner juste un conseil. Je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas spécialiste des IA non plus. Mais comme le disait Mehdi, il y a des choses différentes comme des réunions, etc. Donc, pour moi, il faut décomposer les problèmes généraux en plusieurs problèmes, sous-problèmes, on peut dire. Et en fait, il n'est pas forcément dit qu'il y a un outil d'IA qui répond bien aux problèmes généraux, comme on l'a vu par ChatGPT, où j'ai demandé directement les problèmes généraux et il m'a sorti un peu n'importe quoi. Par contre, si on décompose les problèmes, on peut trouver différentes méthodes d'IA qui, en succession, il nous aide à optimiser les différents composants, un peu comme on l'a fait dans le cadre de ces projets de recherche. Donc là, on a effectivement appliqué la méthode sur les conforts thermiques. Du coup, on l'applique au confort thermique et donc on avoue que les matériaux microclimatiques et les variables microclimatiques et matériaux étaient les plus influents par rapport à notre dataset. Aussi avec les heures de sport hebdomadaires et l'émotion. Ça peut. Voilà, donc là, vous avez aussi un graphe SHAP qui montre un peu les différentes corrélations. Donc, en fait, il y a une autre corrélation négative avec l'ombrage, à savoir, si on est à l'ombre, notre ressenti thermique, ça diminue. Donc, ça veut dire qu'on est plus frais, ce qui est logique et c'était du coup la première variable. Si on est à l'ombre, c'est beaucoup mieux qu'être sous du soleil. Il y a une autre corrélation positive avec l'aluminium
qui étaient, lui, les matériaux les plus réfléchissants. Et donc, certaines personnes, même bandées, ils nous ont dit, j'ai l'impression d'avoir deux soleils, un soleil qui vient du haut et un soleil qui vient du bas. Eh bien, c'est complètement ça les phénomènes, du coup. Et donc, il y avait une autre corrélation positive. Donc, pour les matériaux sombres, on avoue que l'asphalte est mieux que la bâche blanche et la bâche noire, ce qui démontre que l'albédo, ce n'est pas les seuls paramètres qui rentrent en jeu. Il faudra d'ultérieures études parce que la bâche noire, a priori, était plus sombre que l'asphalte. Et enfin, si on est sportif, on est plus sensible à la chaleur. Donc, je ne sais pas si beaucoup de personnes connectées sont sportifs, mais du coup, c'est un peu mauvaise nouvelle parce que si vous pratiquez beaucoup plus de sport dans la semaine, eh bien, vous ressentirez plus de chaleur par rapport à des personnes qui se baladent dans les mêmes environnements que vous, mais qui a priori sont moins sportifs que vous. Je vois Gaël très préoccupé par cette nouvelle. Non, c'est pas... Alors, excuse-moi, c'est que j'étais en train de lire un commentaire dans le chat. Du coup, je vais vous le soumettre. Je pensais que ce Zoom, comment l'IA générative peut me permettre d'être un meilleur chef de projet, allait se focaliser sur les éléments de la gestion de projet, notamment la programmation, la planification, le suivi et évaluation, et surtout la mise en œuvre d'un projet en tant que chef. Et alors, moi, je suis un peu surprise par cette remarque parce que, au contraire, il y a, dans l'exemple de Mathéo, il y a du projet partout, de A à Z, de la planification. On a même eu un proof of concept. Dans des éléments donc, qui ont été cités par la suite, je vous invite à regarder les lives précédents où effectivement on s'est focusé un peu plus sur la planification, etc. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut aller un peu au-delà aussi des éléments conceptuels de base qu'on a dans la gestion de projet et qu'on peut faire des liens et qu'on peut élargir nos horizons sur l'usage de l'IA. Et Mathéo le fait très bien. Est-ce que vous êtes d'accord autour de la table sur ce que je viens de dire par rapport à la réflexion qui a été faite ou pas? Du coup, pour répondre rapidement à la question qui était posée, oui, je me rends compte que c'est un sujet qui peut-être s'est éloigné des objectifs de gestion des projets de la majorité des participants, mais les chercheurs aussi, ils gèrent des projets. D'ailleurs, moi, Oui. dans l'atelier Frambouté, je gère des projets. Donc, ce sont des projets qui ont des nécessités peut-être différentes, mais ça reste quand même du projet. Donc voilà, pour terminer rapidement, on a appliqué la même méthode et du coup, on a obtenu une bonne correspondance entre les clusters et les couleurs du confort, toujours en ayant appliqué ça au confort thermique, mais avec un mineur degré de précision que la température moyenne radiante, ce qui est logique, parce qu'on introduit l'aléa de l'humain par rapport à l'objectivité des données microclimatiques. Donc voilà, en tout cas, cette démarche, il prouve que la démarche du calcul du confort thermique prend tout son sens parce qu'on peut effectivement, avec des formules, reconstruire de manière assez précise les ressentis thermiques des participants. Et donc, pour arriver aux conclusions, voilà, là j'ai mis juste pour les personnes qui étaient curieuses, il y a un Design Explorer, peut-être les slides, ça sera partagé. Vous pourriez vous balader en ligne à chercher les liens, un peu comme Sherlock Holmes, dans tous les différents paramètres pour reconstruire notre output. Et donc, pour les conclusions, en fait, on est habitué à percevoir les conforts thermiques comme la fusion entre des données microclimatiques et des données humaines. En effet, le confort thermique est défini comme le niveau de satisfaction de la personne par rapport à son environnement. Mais notre application de l'IA, il nous a montré qu'en fait, les paramètres les plus impactants sur le confort étaient tous des paramètres objectifs, avec beaucoup moins de paramètres d'impact des paramètres subjectifs. Et donc, cela, il nous amène à mettre en discussion la subjectivité du confort, en tant qu'il est dérivable des facteurs microclimatiques et des positions qui sont plutôt objectifs. Et donc, est-ce qu'il sera plus pertinent de passer de la définition actuelle des conforts thermiques à une autre définition qui serait plutôt les niveaux de satisfaction générés par l'environnement? On inverse les rapports de force. C'est plus l'humain, c'est plutôt l'environnement qui génère une réaction dans l'humain.
Et donc, concernant l'IA, pour revenir un peu à l'objectif d'aujourd'hui, dans les métiers de la fabrique de la ville, elle est sûrement une ressource importante parce on est dans nos projets, on est challengé à devoir considérer une quantité croissante de données, un peu comme je l'ai montré dans cette expérience. Et donc, dans ces cas-là, il pourrait s'avérer une ressource très importante, mais elle nécessite d'une base de données fiable, parce que si on ne part pas des données fiables, on ne peut pas avoir un résultat qui est fiable, et de la vérification des résultats qui sont produits. C'était un peu tout ce qu'on a abordé ce soir. Et donc, paradoxalement, elle implique une croissance de la responsabilité des utilisateurs. On ne va pas juste demander à ChatGPT et prendre la réponse telle qu'elle. On a la responsabilité de vérifier les résultats que l'IA nous délivre. Donc, voilà, merci pour votre attention. Et même si on a dépassé les créneaux prévus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toi, Mathéo. Et j'aime beaucoup ta conclusion parce que, à mon sens, elle fait aussi écho à tous ceux qui gèrent de la data, des projets sur la data. Et c'est exactement cette conclusion-là sur laquelle on aboutit à chaque fois. C'est-à-dire que quand on travaille sur de la data, il faut effectivement, comme tu l'as dit, une base de données fiable. Il faut vérifier régulièrement les résultats. C'est à mon sens, on est encore une fois dans un très beau parallèle avec de la gestion de projet. Merci Gaël pour ramener à chaque fois C'est les éléments scientifiques dans ton champ c'est- d'action. c'est mon but, c'est mon but. Je te remercie de l'avoir souligné. Merci beaucoup déjà, Mathéo. Oui, merci à toi, Merci Mathieu. Mathéo, c'était très enrichissant. Alors justement, on a débordé parce que justement c'était riche et il y avait des questions très pertinentes. Et donc nous sommes voilà ravis d'avoir vos retours, même à l'instant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut prendre une ou deux autres questions ou rajouts. Bon, en attendant, je te pose ma question, Mathéo, tu la garderas pour après. C'était savoir comment tu as trouvé ton expérience avec nous ce soir. Ah, c'était une belle expérience. C'est très agréable de sortir un peu dans son champ de confort pour faire un petit blague et de s'immerger un peu plus dans un contexte plus lié à des projets qui sont assez éloignés parfois de ce type d'utilisation, mais sur lesquels ce type d'approche scientifique, il pourrait non moins avoir tout son sens. Après, petite remarque, comme on parle d'IA, en Oui, attendant les questions, du coup, une chose intéressante qu'on a démontré dans la présentation d'aujourd'hui, c'était qu'on a démenti l'IA générative avec des l'IA non génératives. Parce qu'au final, tout à c'était fait. ça dans notre parcours. Donc, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous suivent, qui du coup sont passionnées d'IA. Il faut bien cibler les outils pour arriver à ces objectifs. Exactement. Et ça marche aussi avec les méthodes, hein. C'est comme ceux qui veulent absolument implémenter de l'agilité partout, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Hop, je referme la parenthèse. Euh, Vous vouliez conclure avec quelque chose? Gaël, Yanis, Mehdi, Mathéo. Oui, alors je voudrais bien conclure rapidement sur un sujet qu'on n'a pas pu évoquer parce que Mathéo nous a, nous a bien pris comment je pourrais dire ça? Au sens positif, hein. Il a bien intéressé tout le monde. On avait prévu d'aborder un sujet dans les 5 minutes pour réfléchir qu'on va garder pour la prochaine fois, à savoir, nous avons trouvé une étude Gartner qui disait qu'en gros, un projet sur trois d'IA générative qui a été lancé en 2024 ou en 2023 risque d'être abandonné en 2025. Et donc voilà, c'est un thème qu'on laisse comme ça ouvert et auquel on répondra la prochaine fois. Ah ben, on vous laisse 5 minutes et vous faites, c'est Voilà, quoi, une dissertation? Voilà, c'est sujet de c'est dissertation pour la ça. fois prochaine. Vous serez noté. Ah, nous avons René Henry qui veut encore intervenir. Allez, le dernier mot pour la fin. Moi, je voulais Allez-y. simplement dire que, en tant que directeur de construction industrielle au Cameroun et partout où j'entends mes collègues du Bénin qui sont en ligne, eh bien, je salue toute l'Afrique et le Canada d'où j'arrive. Mais je vais repartir bientôt
pour construire notre usine. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai apprécié beaucoup votre intervention. Yanis, ça m'intéresserait d'avoir vos coordonnées et puis les coordonnées de Pierre dont vous me parliez. Euh, Je vous ai c'est répondu en vous partageant mon très, ligne, mon cher Henri. Donc, on prend contact là-dessus si vous voulez. super. On fait ça comme En ça. tout cas, merci à tous. C'était excellent pour ce premier chat. Et moi, je vais continuer dans l'IA parce que je m'aperçois que on a beau être cadre supérieur, si on ne se met pas dedans maintenant, ben, dans quelques mois, quelques années, on est à la ramasse. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous, René Henri. Merci à vous, merci à tout le monde, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, d'être restés aussi pendant les minutes maintenant qu'on a rajoutées. Et nous espérons vous compter parmi les présents lors des prochains lives. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.